radio en mai. Moi je m'en fous, on commence par la fin. Déjà si tu commences par la fin, c'est plus la fin, hein, c'est le début. À quoi pensiez-vous en quittant ce pays? L'autre peine, c'est la mienne, c'est les peurs partagées. Il y avait un petit groupe qui me mettait à l'écart à cause de mes différences. Et j'ai une question, si tu mets tes mains sur tes oreilles? La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Bonjour, bienvenue. 35e édition du festival Théâtre en mai, du 23 mai aujourd'hui jusqu'au 1er juin, dans 10 jours. 15 spectacles, un peu plus même. Une au moins, 2 fêtes. Des rencontres entre nous, des rencontres au bar et des rencontres également professionnelles. 9 lieux de représentation. Vous le savez, comme d'habitude, le festival s'étend dans la ville, dans différents théâtres. Théâtre Mansart, Théâtre Feuillant, Salle de Jacques Fournier, l'Athénéum, le Parvis Saint-Jean, mais aussi à l'extérieur, un nouveau lieu cette année, Maëlle Poésie. Oui, dans le château de Pouilly. Château de Pouilly où on fait, paraît-il, un bon vin. Certainement. Certainement. Alors, pour cette première émission, évidemment, nous avons invité la directrice du théâtre Dijon-Bourgogne qui organise ce festival Théâtre en mai, qui a pris la suite d'un festival qui existe, donc je le disais, depuis 35 ans. Et qui le développe à sa manière en invitant des esthétiques et des artistes de son monde, de sa génération, de son pays, mais aussi, d'ailleurs, elle nous en parlera un peu plus tard, enfin dans quelques instants. La radio du festival, on est là, nous, depuis 2021, depuis que Maëlle Poésie est la directrice, avec Making Waves, Alexandre Planck, qui est aujourd'hui en régie et qui nous présente en quelques mots ce que nous essayons de faire ici. Ce qu'on essaye de faire ici, moi je me suis rappelé surtout tout à l'heure la première fois qu'on a parlé de ce projet avant que tu sois directrice, c'est-à-dire quand on candidate pour avoir un CDN, on propose un projet et toi tu étais en train de travailler sur le projet et tu m'as appelé et tu m'as dit écoute, je sais pas trop mais j'aimerais bien avoir une radio quelque part. Et moi j'étais à France Culture encore à l'époque et je t'ai raconté, je me souviens très très bien, il était 21h30 ou 22h, il était assez tard. J'étais dans ma petite cuisine à Paris parce que mon fils ou ma femme devait être dans la pièce à côté et on a commencé à parler de radio, tu as commencé à parler de possibilités de déterritorialisation, tu vois, de comment est-ce que le théâtre se décentre, de comment est-ce que le théâtre ne fait plus que du théâtre et comment est-ce qu'on peut être mobile en fin de compte et se désaxer par rapport à une scène. Donc voilà, je raconte la version longue. J'étais dans ma petite cuisine et je te dis à l'époque, mais moi tu sais, je suis en train de partir de France Culture, je veux faire autre chose. Je suis en train de monter une structure avec quelqu'un d'autre qui vient aussi du théâtre qui s'appelle Amélie Billot. Et quand tu m'as passé ce coup de fil, on était 2 à Making Waves. On nous prêtait un petit bureau à Saint-Ouen. Et 4 ou 5 ans après, on est 30 ou 35 de plus à Making Waves et on a d'immenses bureaux à Noisy ou de très grands bureaux à Noisy et c'est vraiment pour nous et à la fois un honneur et une joie d'être dans un théâtre, mais ça a un goût particulier les gens qui t'ont accompagné au tout début. Tu vois, c'est pas les gens qui t'accompagnent quand ça marche. Maintenant, c'est facile de nous appeler. Tu vois, c'est facile de nous dire venez les gars. Tandis qu'à l'époque, miser sur nous, fallait être un peu barjo, quoi. Ouais, c'est pareil avec les artistes. C'est le principe. C'est vachement plus simple quand ça marche. C'est vachement plus simple quand ça marche. Mais donc, c'est toujours une joie de venir ici depuis ce coup de fil de, je sais pas, 2020, 2021, je me souviens plus exactement. Tout à fait. Alors, vous vous souvenez de cette discussion peut-être dans la cuisine avec Alex. On est content d'être encore là cette année, ici au Parvis. Le week-end prochain, à la salle Jacques Fournier. On est une radio mobile nomade, mais surtout à l'écoute des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière dans le monde du spectacle? Voilà, c'est compliqué. On va faire un petit point général de la situation politique, économique, affronter les contre-vérités de Rachida Dati, ministre de la Culture, entre autres, selon un courrier du Syndeac, qui représente donc les institutions culturelles. Maëlle Poésie, cette année, il y a une nouveauté dans la programmation de Théâtre en mai, précisément des rencontres professionnelles. J'imagine qu'elles répondent aux nécessités, aux besoins du milieu.
C'est vrai qu'on s'est posé la question avec Claire Guez, qui est la directrice adjointe du Théâtre Dijon-Bourgogne. Comment faire face à la situation actuelle, qui est une situation extrêmement complexe, on ne va pas se le cacher, où à la fois il y a donc si on parle un peu en termes d'écosystème, on peut se dire que le financement de la culture publique en France fonctionne entre les régions, les villes et l'État. En tout cas pour la plupart des compagnies subventionnées et pour la plupart des lieux labellisés. Et que ce qui se passe depuis, évidemment, les nouveaux arbitrages budgétaires, c'est que les régions et les villes, en tout cas les départements aussi, ont été fortement baissés et que donc, en fait, ça a impacté immédiatement le milieu culturel avec des choix politiques qui ont été faits. Et que cet impact, je pense qu'on ne maîtrise pas encore et on ne voit pas encore exactement les conséquences qu'il va avoir, mais elles vont être vraiment désastreuses. Et moi, j'ai pas un seul jour où je ne rencontre pas des compagnies qui ne savent pas comment se projeter l'année prochaine, qui ne savent pas comment faire leur prochaine création, qui ne savent pas comment produire leur prochaine création, qui ne voient pas où est-ce qu'ils vont dans les années qui viennent. Et ça touche que ce soit les plus petits ou les plus gros. C'est vraiment là le secteur en entier, il est touché. Et donc, face à cette espèce de précarisation où on a l'impression qu'il faudrait 50 digues pour réussir à tenir un tout petit peu ce qui est en train de s'effondrer, on s'est dit que c'était un moment, le festival, où en fait il y avait des professionnels qui venaient, du public qui vient, etc. Et où ces artistes qui sont parfois émergents, parfois un tout petit peu plus fragilisés, parce qu'avec aussi moins de partenaires à la base, ou alors ça fait pas 20 ans non plus qu'ils sont là et qu'ils ont plein de partenaires, de réussir à faire un temps de rencontre entre les professionnels et ces compagnies, ces créations qu'on va accompagner soit la saison prochaine, soit la saison d'après, et de leur donner l'opportunité en fait de présenter leur projet à plusieurs professionnels en même temps, dans un temps qui est plutôt un temps extrêmement bienveillant et plutôt sympathique puisque c'est un festival. Il y a aussi l'idée que les professionnels viennent voir des spectacles, donc évidemment ça permet aussi que cette rencontre soit la plus heureuse et la plus joyeuse possible, mais c'est surtout et en particulier pour aider les compagnies à continuer à exister. D'autant qu'il faut le préciser que vous êtes un centre dramatique national et que dans ces lieux il y a des budgets de production, et parmi les spectacles de production qui sont donc alloués au spectacle, il ne faut pas juste que passer, ils sont aidés, ils sont en répétition, ils sont en création, vous apportez une somme aussi, de l'argent pour permettre ce temps de travail, de répétition. Et parmi la programmation, il y en a quelques-uns, mais attirés par la communication nécessaire et utile des spectacles, nous avons missionné notre enquêtrice de Dijon, Louise Lamarre, qui actuellement à Dijon a développé une entreprise de micro-ondes, c'est-à-dire de podcasts sonores. Elle a été attirée par un spectacle qui s'intitule Nocebo et qui prévoit de nous offrir des solutions pour rendre le monde meilleur. Mais il y a une autre question qui a attiré son attention. Après avoir vu le teaser du spectacle Nocebo, je suis allée poser la question aux Dijonnais. Bonjour, où va le monde ? Bonne question. Là, vous me prenez de court. Je sais pas, aidez-moi. Disons que ça dépend de si on est pessimiste ou optimiste, quoi. Et moi, je dirais plus, ça dépend quel sujet aussi. Tu veux pas m'aider ? Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez 2 minutes pour répondre à une question ? Non. Globalement, les gens sont pas hyper enjoués par cette question. Où va le monde ? Quoi ? Où va le monde ? C'est difficile, hein ? Moi, je pense que si on... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que si on arrive à bien s'arranger au niveau de la politique, etc., je pense qu'on pourrait s'en sortir. Bonjour mesdames, où va le monde ? C'est dur ça comme question. Je sais pas, là c'est samedi, les gens sont habillés en été, il fait beau, on a envie d'être de bonne humeur. Peut-être de ne pas réfléchir à toutes les problématiques qu'il y a en ce moment. Est-ce que vous pensez que c'est forcément négatif ? Oui, le constat je pense qu'il est plus négatif, notamment
La guerre en Ukraine, la guerre en Israël, en Palestine, Trump aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment dans un climat anxiogène. Et là, ça fait du bien de retrouver les beaux jours et un peu de légèreté. Cette question amène de la morosité. Espérons que le passage du spectacle Nocebo invite les Dijonnais à croire de nouveau en leur pouvoir d'action. Voilà, où va le monde, Maëlle Poésy? La réponse n'est pas dans tous les spectacles, mais l'objectif en tout cas et la proposition artistique au sens large, c'est précisément de partir du monde et d'essayer d'en proposer des versions très, très différentes, mais très optimistes d'une certaine manière. En tout cas, moi j'avais l'envie de développer à Dijon un festival comme j'aime les découvrir en tant que spectatrice, c'est-à-dire qu'un festival pour moi c'est comme un condensé des possibilités artistiques aujourd'hui et d'essayer de le prendre plutôt comme un parcours de spectateurs ou de spectatrices d'ailleurs, ou que les gens en fait, contrairement à une saison où on invite les gens à voir comme ça une proposition puis une autre proposition, là c'est comme si en fait sur 1, 2, 3 jours parfois ils peuvent voir tellement de choses différentes, c'est comme si on avait un temps un peu dédié où on pouvait ouvrir plein de portes d'imaginaire différents et d'avoir accès, parce que pour moi les artistes c'est évidemment des éponges de notre monde, mais c'est des gens qui vont transcender ce monde-là avec des propositions poétiques, avec des textes, avec des formes en fait qui nous donnent aussi un imaginaire qui redonne aussi de l'oxygène en ce moment, je pense. Et donc c'est vraiment de le penser comme des parcours de spectateurs, d'enchaîner des propositions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc parfois c'est très optimiste et parfois pas du tout, mais du coup ça donne pas forcément qu'une seule couleur, c'est comme une possibilité aussi de prendre de la distance, j'ai l'impression, de prendre un peu de recul en voyageant à travers les propositions du festival. Il y a des artistes qui viennent de loin, brésiliens? Oui, il y a une artiste brésilienne qui vient avec son spectacle Mon gars, et puis il y a des Belges qui viennent d'un petit peu moins loin. Voilà, donc c'est beau. Il y a des formes en elles-mêmes aussi qui sont en elles-mêmes des curiosités de par leur croisement ou leur mixité créative. Oui, c'est le cas par exemple d'un spectacle qui commence demain de là-bas, de Romain Berthet, qui est chorégraphe, mais qui travaille aussi avec un rapport très plastique aussi à la scénographie, en utilisant souvent de la terre, du feu, de l'air. Et donc en fait, il a un rapport à la chorégraphie qui s'inscrit en fait dans une très grande plasticité. Donc c'est presque une sorte de voyage visuel et physique à l'intérieur d'un souterrain, où c'est des propositions comme Quentin Vigier, qui est un cinéaste, enfin vidéaste plutôt, qui a travaillé sur beaucoup de projets avec des metteuses en scène et des metteurs en scène, et qui notamment vous, notamment moi, mais aussi Séverine Chavrier. Et là, en fait, il s'empare de Anne Dufaux-Montel, qui est une philosophe, qui est aussi une psychiatre, qui a écrit enfin voilà, il en fait un poème dramatique assez magnifique, qui est justement au croisement de plusieurs écritures. On ne trouve pas de spectacle signé par Maëlle Poésy dans cette édition? Non. Il n'y avait pas de création cette année. Mais est-ce qu'il y en aura bientôt? Il y en aura bientôt. Oui, il y aura. Ce ne sera pas dans le Théâtre en Mai. C'est un spectacle que je monte avec le Théâtre National de Bruxelles, avec des comédiennes belges justement et françaises. Ce sera 7 minutes de Stefano Massini, que j'avais déjà monté avec la Comédie Française, et que là je remonte avec une autre distribution et un autre dispositif scénographique. 7 minutes, c'est un sujet hautement politique et social, hein. Tout à fait, parce que c'est une rencontre entre le public et ces 11 femmes qui représentent un comité d'usine, donc elles représentent d'autres ouvrières, et elles sont confrontées à la question du rachat de leur usine, et dans ce rachat, en fait, on leur fait la proposition de garder leur boulot à la condition qu'elles perdent 7 minutes de pause par jour. Et donc le public partage pendant 1h30 avec ces femmes la question que pose le fait de réussir à accepter ou non de perdre 7 minutes par jour de pause, mais qu'est-ce que ça entraîne en termes de limites à ce qu'on se pose nous-mêmes sur la question sociale et sur notre possibilité de faire collectif aujourd'hui encore sur ces questions-là. Oui, et c'est presque comme un thriller ce texte, parce que tout le monde a un argument valable et à chaque fois qu'une personne parle, il remet à nouveau en question le fait de voter oui ou non pour le patronat. Oui, et comme elles sont 11, en fait, il faut vraiment réussir à convaincre les autres pour réussir à avoir une majorité. C'est un très très beau texte. Et ensuite, plus loin encore,
Et ensuite, plus loin encore, je travaille avec un groupe de directeurs, de metteurs en scène d'Amérique latine, brésiliens, argentins, uruguayennes, espagnols, un nouveau spectacle qu'on avait travaillé ensemble en 2017 et on crée en 2027. On se retrouve tous les 10 ans. Hein, voilà, je pense qu'on en fera un dernier après, ou peut-être pas le dernier d'ailleurs, mais on se retrouve tous les 10 ans et la dernière fois, on s'était posé la question de la mémoire politique dans nos familles et dans nos pays. Et là, on se pose plutôt la question de qu'est-ce qui fait dans une vie, en fait, qu'est-ce qui est un moment de basculement total dans une vie et dans l'humanité. Comment on définit un moment de basculement ou un moment décisif. Question importante. En effet. Du spectacle de Nathalie Béas qu'on entend. Le spectacle Velvet comme velours, ce tissu doux qu'on caresse. C'est une création qui est présentée ici, qui a déjà été présentée, mais c'est une création de cette année, Nathalie. Oui. Ça a été fait en novembre 2024 au Maillon, à Strasbourg. Oui, vous caressez la peau du théâtre. Voilà. Vous aimez caresser? Oui. C'est pas qu'une caresse, hein, c'est aussi c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas qui m'intéresse. C'est pas forcément ce qu'il y a devant, mais ce qu'il y a aussi derrière. Et ce qui nous traverse. Et ce qui nous traverse. Et ce qui nous traverse beaucoup. On va pas en parler, le spectacle est présenté dans plus d'1 heure. On va essayer de comprendre avec vous de quelle matière est fait votre travail si personnel, si singulier. Ces spectacles qu'on voit et qui nous remplissent d'émotions et qui restent longtemps dans la mémoire du spectateur. On a la chance, Étienne est un comédien avec lequel vous travaillez depuis longtemps, Étienne Fag, qui entre 2 instants de préparation s'est prêté à la lecture de quelques textes que vous aviez envoyés, parce que je vous ai demandé, Nathalie Béas, de m'envoyer juste des passages, des fragments de choses qui vous inspirent. Hein? Oui. Vous voulez pas parler, quoi. D'accord, c'est pas grave. Étienne, vous lisez, entendez ces mots qu'elle choisit. Donc tout d'abord un texte d'Antonin Artaud. Tout vrai sentiment est en réalité intraduisible. L'exprimer, c'est le trahir. Mais le traduire, c'est le dissimuler. L'expression vraie cache ce qu'elle manifeste. Elle oppose l'esprit au vide réel de la nature, en créant par réaction une sorte de plein dans la pensée. Ou, si l'on préfère, par rapport à la manifestation illusion de la nature, elle crée un vide dans la pensée. Tout sentiment puissant provoque en nous l'idée du vide. Et le langage clair qui empêche ce vide empêche aussi la poésie d'apparaître dans la pensée. C'est pourquoi une image, une allégorie, une figure qui masque ce qu'elle voudrait révéler ont plus de signification pour l'esprit que les clartés apportées par les analyses de la parole. C'est ainsi que la vraie beauté ne nous frappe jamais directement et qu'un soleil couchant est beau à cause de tout ce qui nous fait perdre. Ah, c'est beau, c'est parti. Image et allégorie. Artaud, texte très célèbre dans Le théâtre et son double, d'Antonin Artaud, qu'on peut lire et relire, essayer de comprendre. Parlez-nous de votre lecture à vous et la correspondance de ces mots par rapport à votre théâtre.
Nathalie Béas. Alors là, je lis pas. Hein, non. Là, vous parlez. Ben oui, mon travail, c'est ouvrir des portes, d'autres espaces, et donc ouvrir son cœur. Et c'est vrai que ce qui me plaît, moi, c'est essayer d'envoyer des fils invisibles au public, et puis de les laisser les attraper ou pas. Mais d'être dans un théâtre expérience picturale, expérience organique, sensorielle. Donc c'est une sorte de tout, quoi. C'est à la fois de l'acteur, quoi, mais aussi des moments de vide, des moments de questionnement, en fait, aussi sur le théâtre. Donc il n'y a pas une histoire, c'est des histoires, et donc une couleur est aussi une histoire, enfin raconte son histoire, une matière raconte son histoire, dont tout ça mis côte à côte est une sorte de fresque, de métaphore, en fait, de choses qu'on a profondément en nous et que j'essaye de dévoiler, mais voilà, avec plein de doutes. C'est un théâtre qui vous arrive par image, la nuit, par rêve, par sensation, par contact avec le froid et le chaud. Comment saisir, par travail avec les interprètes au plateau. Comment il arrive, Étienne, comment il arrive, ce théâtre que vous pratiquez depuis plus de 18 ans, presque 20 ans. Oui. Parlez-nous de ce travail de sensation. Moi, j'aime toujours dire que le travail de Nathalie, c'est comme une laque. C'est-à-dire qu'elle passe des couches successives. De la laque. Et pour arriver à cette espèce de matière lisse qui coule, c'est comme des lacs. Alors nous, on arrive au départ et on est sur la matière brute, le bois peut-être, et puis petit à petit, c'est elle qui nous emmène dans cet univers, mais il n'y a jamais des choses que l'on doit faire de façon volontaire. C'est toujours, on se plonge dans le travail, on se plonge dans une atmosphère, une idée de douceur, une idée de velours, peut-être de moiteur, et puis c'est ça qui nous remplit. Et puis après, il n'y a pas à jouer, il y a à être là, à faire des actions et à manipuler des objets. Et en fait, la délicatesse de ce travail-là, c'est que c'est ces mouvements qui créent une sensation et qui créent une sensibilité et qui créent quelque chose. Donc pour nous, interprètes, c'est très agréable de jouer dans le théâtre de Nathalie. Oui, mais c'est flottant quand même. Alors c'est flottant, mais c'est ça qui est beau dans cet art-là. Il faut savoir s'incliner, il faut savoir quitter la coulisse. Oui, mais ça c'est notre plaisir. Il faut accepter d'être une ombre parfois aussi. Oui, d'être à quatre pattes, derrière un pendrillon, à tirer sur une guinde. Mais ça, c'est bien, parce que ça, c'est le théâtre. Oui. Si le théâtre, on était toujours au milieu du plateau, en pleine lumière, ce ne serait pas le théâtre. Oui. Le théâtre, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la magie. Voilà. On ne voit pas, sinon c'est moins intéressant, je trouve. Oui. Et dites-moi, vous parlez un peu dans ce théâtre parfois? Très peu. Oui, très peu. Très peu, mais c'est vrai que non. C'est vrai que là, sur la parole, c'est très léger, c'est très délicat. Alors ça, on est de bonne complicité, je pense, pour ces moments-là. Encore une fois, Nathalie, elle a des idées, des envies, des désirs. Et puis petit à petit, la parole, elle vient là-dedans. Il y a des mots maintenant, il y a quand même un vocabulaire. Des mots qui reviennent. Qui reviennent, il y a des choses. Donc on s'amuse avec ça. Il y a des directions qui sont indiquées ou des temporalités qui sont données. Oui. Elle ne nous lâche pas, mais en même temps, on se sent libre. Mais même dans les mots que vous dites, comédien, c'est « Ah, il fallait pas aller par là. » Oui. On entend juste ça, mais on ne sait pas d'où ils partent, où ils vont, mais on entend quelqu'un qui dit « Ah,
Ben, c'est pas par là. Alors, il y a quelque chose de clownesque parce que oui, parce qu'elle a beaucoup d'humour. C'est l'existence. Oui, mais c'est ça qui est drôle. Où aller quand on est perdu. Non, mais dans la vie, c'est ça aussi qui nous fait rire ou qui nous fait pleurer, c'est de tout d'un coup avoir une parole qui nous arrive à l'oreille. On n'a pas toute l'histoire de la personne qui est en face. Parfois, on la croise. Et dans les spectacles de Nathalie, on les croise, ces personnages, et on les croise, ces paroles. Et puis, c'est ça qui tout à coup nous pointe le cœur. C'est un mot. C'est pas une histoire, c'est pas tout un texte, c'est pas, mais c'est juste un mot. Ah tiens non, en fait il faut aller par là. Et puis ça, peut-être qu'on peut coller une image à tout ça. Est-ce qu'un jour on s'est perdu et puis on dit ah tiens non, en fait je crois on va aller par là de façon très sûre, alors qu'on ne sait pas du tout où on va. Et ça c'est le théâtre de Nathalie, je crois. Il y a du Beckett quand on entend comme ça. J'aime bien cette idée aussi de, comme pour la musique ou comme pour, ou comme pour le texte, c'est comme si on passait dans une rue et qu'il y a une fenêtre qui est ouverte et on entend une musique et puis plus loin on entend deux personnes qui s'engueulent et puis ça part et puis c'est la vie, et puis rien n'est très grave ou très important, où tout est grave et tout est important. J'essaye de jamais focaliser sur une chose, quoi. Que une chose peut exister autant que son contraire, être toujours à l'écoute des oppositions, en fait, et de cette chose-là entre tragique-comique, du fil tendu. Et ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements. On ne les voit pas tous, mais ça n'arrête pas. C'est presque une fébrilité, une peur, quelque part, qu'on sent, qu'on entend, qui traverse. Parce qu'encore une fois, je pense qu'effectivement, quand on se promène dans cette rue, on peut à un moment donné être attentif à une chose et puis pas faire attention à ce qui se passe ailleurs, alors qu'ailleurs, tout à coup, il y a un autre mouvement. Et est-ce qu'on va être attiré un jour par ce mouvement? Si on va revoir le spectacle une autre fois, peut-être qu'on sera attiré par un autre mouvement, ou par une musique, ou par une sensation. Et puis à un moment donné, on peut être embarqué là-dedans, ou pas. Et puis tout d'un coup, un jour, peut-être qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions pour emprunter la rue. Et puis un jour, on peut être bouleversé. Mais oui, en fait, ce spectacle, je ne voulais pas d'acteur au début. Je voulais un spectacle que de pendrillon, C'est pour ça que les rideaux, hommage, vraiment un spectacle hommage à la machinerie, au théâtre, et comment faire vivre tous ces éléments et à la fois derrière, qui manipule, qui sont tous ces, les techniciens du théâtre, quoi. Ces fantômes, on dit. Tous ces fantômes aussi, et comme il y a des rideaux d'anciens spectacles, il y a des toiles peintes d'opéra, etc., récupérées. Donc j'aime cette histoire, en fait, l'histoire, mais même les costumes. J'ai toujours des costumes que je récupère, et donc c'est des peaux, en fait. Tout ça, c'est des peaux et c'est des vies, et c'est des gens qui sont passés là, et c'est aussi de parler de ça, en fait. On pourrait faire l'anthropologie de vos spectacles en regardant ce spectacle-là, Velvet. On pourrait remonter le temps avec vous dans vos spectacles en observant les détails de ce spectacle-là. Peut-être ou pas, ou pas forcément, non, pas forcément. Non, pas forcément, mais bon, les teintes sont les mêmes, il y a des choses qui sont... Pastel poudré? Un peu poudré? Pastel? Comment dire les teintes? Nathalie Béas rigole, je suis certainement complètement à côté de la plaque. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle a maquillé son théâtre de poudre. Non, pour moi, j'ai toujours envie que ce que je montre soit passé sous la pluie. C'est bizarre, comme si ça avait été lavé par quelque chose, comme si ça avait été, on avait été rincé et qu'il restait quelques couleurs, mais il y a eu un voyage, en fait, et que le décor est à la fois que ce soit la matière aussi de l'accessoire, mais aussi du costume, il y avait une vie, en fait, ou des vies qui étaient passées, et des matières, en fait. Comment la vie, elle passe d'un corps à l'autre tout en restant le même corps? C'est précisément peut-être en changeant de costume. Vous changez combien de fois de costume, Étienne Fac, dans ce spectacle? Alors celui-ci, sur ce spectacle, pas tant que ça.
Mais il y a quand même pas mal de personnages. En fait, pas de personnages, non, il ne faut pas dire ça, c'est pas du tout ça. Non, comment ? Oui, c'est censuré, mais ça, je ne le savais pas, tu ne me l'as jamais dit. En 20 ans. Non, c'est pas vrai. Non, sur celui-ci, il n'y a pas tellement de changements encore. Pour moi, mais par contre, c'est vrai vous pouvez mettre le micro pendant que vous l'engueulez aussi. Hein. Non, c'est vrai que les autres ont plus de changements de costume. C'est vrai que là, en tout cas, sur tout le début, il y a vous changez de langue, c'est une autre forme de costume. On change de langue, effectivement, on change de... C'est des petites tâches de personnes, de personnages. Non, c'est pas possible. Ah, il ne faut pas dire ce mot, c'est censuré. De personnes. On ne va plus jamais l'inviter à la radio. Et vous dites quoi dans ce spectacle, dans cette langue italienne ? En italien, c'est comme une sorte de petite conférence sur la peinture. Alors, on parle de lumière, on parle de couleur, on parle de profondeur, et voilà. De paysage. De paysage, de nuages. De personnages. De personnages cachés derrière l'arbre. Derrière le buisson. L'oiseau, derrière le buisson, exactement. Derrière la maison. C'est vraiment, j'avais envie j'aime beaucoup la peinture de Giotto, de Piero della Francesca, toutes ces petites scènes qu'il y a derrière le premier plan, en fait. Presque, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au fond, enfin, ce qu'il y a hors champ. Et dans la peinture, et même dans le cinéma, tout ce qui est à côté. Tout ce qui est les seconds rôles, ou même dans le paysage, quoi. Qu'est-ce qu'on voit au loin ? Et j'avais envie qu'ils me décrivent un petit peu cette chose-là, de qu'est-ce qu'on voit au loin dans une peinture. Regardons, alors regardons. Now the sky is so perfect it looks like a painting, but the air is so thick that we feel like we're fainting. Still the myths in these cities have always said the same thing about how all we really need is a place to belong, and how all we really want is to know what's right from what's wrong, and how we all need to struggle to find out for ourselves which side we are on. We all need to love and be loved and keep going. And all right, there's no monsters to kill. There's no dragon's teeth left for the sowing. But what there is the flowing of rain down the gutters. What there is are these muttering nutters. What we have here is a brand new mythic palette. Kay Tempest, encore un texte, Nathalie Béas, que vous m'avez suggéré. Les nouveaux anciens, c'est un extrait par la voix de l'auteur. Une petite traduction par la voix d'Étienne Fag. Le ciel est parfait, on dirait un tableau, mais l'air tellement épais qu'on se sent défaillir. Néanmoins, les mythes dans cette ville racontent depuis toujours la même histoire. Racontent qu'il nous faut juste appartenir à quelque part, qu'il nous faut juste savoir distinguer le bien du mal et qu'il nous faut juste lutter pour trouver par nous-mêmes notre camp. Nous avons tous besoin d'aimer, d'être aimés, de ne pas lâcher. Il n'y a peut-être pas de monstre à tuer, ni plus aucune dent de dragon à semer, mais ce qui reste, c'est l'écoulement de la pluie le long des gouttières. Ce qui reste, ce sont les murmures des cinglés. Ce que nous avons ici. Portés par le vent, ils sont partis, les acteurs de Velvet, pour se préparer bientôt sur scène. On a été rejoints par Marc Baron, dont on entend des pas dans la neige, dont on entend la musique si sensible, si particulière que vous composez. Précisément, pas ce morceau, mais en l'occurrence ici au festival, parce que vous avez composé la musique du spectacle De là-bas de Romain Berthet, qui est un spectacle aussi très, très onirique, on pourrait dire comme ça. Alors là, c'est votre manière de travailler au plus près de la matière,
un microphone dans la main, un équipage. Vous êtes le compositeur de l'infrasonore. Comment on pourrait présenter votre musique, Marc Baron? Bonjour. Je pense que ce qui est à entendre là, c'est pas seulement les pas, c'est les pas pris dans la substance de la bande magnétique. C'était, à mon avis, c'est ça qui est, s'il y a un point d'intérêt à écouter ça, c'est celui-ci. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qui est réalisé sur bande magnétique, parce que je travaille quasiment uniquement avec ce médium-là d'enregistrement. Ce qui n'a rien d'inédit, hein, parce que c'est ce que les gens faisaient il y a encore 40 ans. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, mais voilà, ça n'a ça que d'exotique, que c'est hors époque. Et pour quelle tendresse? Parce que la bande, elle accueille le son. Voilà. Il y a de la tendresse dans ce mode d'enregistrement. Oui, alors, il y a de la tendresse, mais il y a aussi du poids, il y a aussi de la vétusté, il y a aussi de la fragilité, il y a plein de contraintes, mais en fait, quand on enregistre des sons, de la musique, alors je ne vais pas dire on, je vais parler que en mon nom, je dirais que la contrainte de durée, la contrainte de poids, alors quand je dis la contrainte de durée, je dis tout simplement la contrainte d'une bobine. Un magnétophone, le mien tourne à 38 cm/s, une bobine ça fait plusieurs centaines de mètres et si on calcule, ça fait une durée déterminée. Ça c'est assez dingue aujourd'hui quand tout le monde enregistre en numérique, on peut enregistrer des heures. Là on est dans un autre rapport au choix. Un autre rapport au choix, non pas qu'on soit en train de courir après l'instant décisif, parce que l'instant décisif, quand on enregistre, si on le cherche, on ne le trouve pas. Et que enregistrer, en mon sens, c'est parfois tout sauf une partie de plaisir. C'est une sorte d'exercice plus spéculatif que contemplatif. J'entends par là que j'enregistre un son en essayant d'imaginer quel est son devenir quand il va passer par toute une série de mécaniques, y compris celle d'une scénographie, par exemple. J'enregistre pas en me disant que je vis un instant merveilleux et que je suis le seul à vivre au milieu de la nature. Ça, je crois pas du tout. Je pense que nos oreilles sont complètement technicisées et que, en fait, dès qu'on tend un micro, on est tout sauf dans un rapport mystique à l'écoute. C'est autre chose qui se joue. Mais est-ce que vous avez l'écoute passive du psychanalyste? Vous pourriez aussi attendre que vienne le mot, le son. Parce qu'à force, avec toute votre expérience, vous êtes un professionnel de l'écoute de ces sons névrotiques. Non. 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 Je ne dis pas qu'il n'y a pas de névrose dans le fait d'enregistrer plein de choses, d'accumuler les bandes magnétiques en se demandant pourquoi on fait ça. Je dis juste simplement que la bande magnétique a quelque chose qui permet une souplesse et une maniabilité que moi je continue de trouver rare. C'est-à-dire que là, ce qu'on a entendu, par exemple, c'est effectivement des pas. Je suis en train de marcher dans la neige avec une perche devant moi, donc tout ça est tout à fait classique, sauf que il y a une opération qui est ensuite réalisée, c'est que la bande enregistrée est passée devant toute une série de d'aimantations. Je mets des aimants devant la bande, ce qui fait que la bande magnétique est d'une certaine manière dérangée. Quand je dis dérangée, pas dérangée au sens où on est dérangé par quelqu'un ou quelque chose, mais elle est plus orientée, elle est plus organisée telle qu'elle devrait. C'est-à-dire que l'aimant va créer une sorte de chaos magnétique, ce qui fait que le son va en être explosé d'une certaine façon. Et un aimant posé devant une bande, ça crée par exemple du souffle. Et donc là, c'est le croisement entre vraiment le bruit de la bande elle-même et le pas. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on ne sait pas ce qui est lié au médium d'enregistrement lui-même ou ce qui est lié à ce qu'on a enregistré. Là, c'est un point qui m'intéresse, c'est-à-dire à quel moment la bande magnétique devient la musique et pas simplement le support d'enregistrement de la musique. Support surface? Oui, c'est ça. Sauf que c'est très intéressant, la bande magnétique, on n'est pas dans le paradigme du papier avec de l'encre. C'est autre chose. Papier et l'encre, on ajoute une matière sur un papier.
Une bande magnétique, la matière elle est fixée, elle est là. On a une limaille de fer avec un liant magnétique et puis la matière, elle est là. Elle est simplement orientée, organisée par une tête, ce qui fait qu'on enlève et qu'on n'ajoute jamais de la matière. On l'organise et la désorganise. Deuxième extrait de votre travail, Marc Baron. Voilà qui nous mène plus précisément vers le travail que vous faites avec Romain Berthet, dans votre travail de composition et d'accompagnement du spectacle de là-bas. Alors je dis rapidement ce que c'est. C'est un enregistrement d'un manège, donc un manège, un cheval qui tourne dans un manège pour les chevaux. C'est un cheval qui est dressé pour accompagner des personnes handicapées. Donc c'est un énorme manège avec un cheval qui tourne comme ça, et ils avaient eu la bonne idée de rajouter une espèce de musique de relaxation horrible. Donc moi j'ai enregistré cette situation, le cheval avec la musique horrible, et en fait quand je l'ai réécouté, évidemment à la réécoute, c'était tout à fait décevant, comme très souvent un enregistrement quand on est chargé d'affect au moment où on le fait. Mais par contre il a trouvé un avenir, c'est que ce son-là, il a terminé, bon, ralenti, ça fait, voilà, j'en viens au sujet, et il a terminé passé à travers un ressort. Donc il est envoyé dans un haut-parleur, qui l'envoie dans un ressort et qui récupère le son de ce ressort. Donc ça, c'est une sorte de, je vous ai proposé ça, c'est une sorte de métaphore de ce que c'est, d'une certaine façon, pour un compositeur, d'être jeté dans un lieu qui n'est pas celui du studio. Je veux dire, ici, c'est un peu le cas aussi, quand on écoute les sons, comme dirait l'autre, on pourrait dire une liste de courses, on aurait l'impression de dire la messe ici. Oui, parce que le son comme ça a beaucoup d'écho, une grande réverbération. Donc, en dernière instance, c'est le lieu qui décide. C'est le lieu qui décide. Voilà, et Romain Berthet, il m'a permis de sortir de ça. Je lui dois beaucoup pour ça, parce qu'il y a une quinzaine d'années, quand on s'est rencontrés, je n'étais qu'un compositeur de studio, et quelqu'un qui faisait des concerts de musique, aussi étrange que soit cette musique, mais d'une certaine façon, devoir faire sonner quelque chose dans une scénographie, si on veut, dans une boîte, là en l'occurrence, une boîte avec de l'argile, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des beaux sons et de trouver les beaux sons pour aller dans la boîte en argile, il s'agit de faire sonner l'argile. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, on devient un autre compositeur à ce moment-là. Donc, on a pris les sons du danseur, chorégraphe, et puis on a pris les sons de l'argile, et puis donc on a fait cette espèce d'aller-retour entre prendre le son de la substance et en même temps lui injecter aussi des sons par les haut-parleurs pour la mettre en vibration. Donc on a fait cet aller-retour. Qu'est-ce que l'argile nous donnait et qu'est-ce qu'on pouvait donner à l'argile pour qu'elle puisse vivre autrement. Ça, c'est la première couche, faire sonner cette boîte-là qu'on a travaillé ensemble avec l'équipe. La deuxième couche, c'était que Romain voulait aussi que la musique puisse exister comme une sorte d'extériorité à cette scénographie, c'est-à-dire comme quelque chose d'évocateur d'un dehors. Faire que le personnage soit plus petit qu'il n'est ou plus grand, selon de quel côté on prend la chose. Donc moi j'ai été pris entre ce double enjeu, à la fois faire sonner cet espace et le faire résonner, et en même temps déplacer par l'écoute le regard en fait, qu'on avait et de cet espace et du danseur. On le voit là, on l'entend presque, on le voit avec un dispositif singulier qui nous entoure. Ouais.
Parce qu'il y a le son, il y a la matière du son, il y a le ressort, c'est-à-dire la proposition. Et mettre aussi le spectateur dans cette écoute commune. Je ne vais pas trop en révéler. Non. Tout simplement, cette scénographie, elle a l'air de rien, elle a quand même la forme d'un haut-parleur. Donc, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été déterminées par ça. Quand déjà une scénographie a une forme de haut-parleur et qu'on est compositeur, évidemment, plein de choses qui se passent, parce que ça ne veut pas dire grand-chose de mettre un son au fond d'un haut-parleur ou devant un haut-parleur. Je veux dire, ça ne veut pas dire grand-chose du point de vue physique. Mais en fait, quand on écoute les sons à travers les enceintes, ça veut dire quelque chose, être devant la membrane ou au fond du haut-parleur. Donc on s'est posé ces questions-là. Voilà. Et le public qui sera pris dans ça. Merci beaucoup, Marc Baron. Merci à vous. As-tu déjà subi la pression d'un groupe ou d'une personne? J'ai subi du harcèlement en 4e. J'ai vécu de l'incitation au suicide. Donc j'ai été par la suite placée au CNED. C'était 4 personnes qui étaient contre moi, pour aucune raison justifiée. Oui, j'ai subi la pression de 2 amis. C'étaient 2 garçons, et au départ, ils étaient amis avec moi. Puis ils ont commencé à avoir des propos et des gestes déplacés envers moi, que ce soit des gestes physiques ou même des remarques. Ils m'ont montré des choses que je n'avais pas à voir, donc pour finir, je les ai dénoncées. Je n'ai jamais subi la pression de qui que ce soit. De nature réservée et timide, j'ai tendance à rapidement mettre de côté ce qui m'intéresse pas. J'ai fait plusieurs années dans un club de foot. Il y avait un petit groupe qui me mettait à l'écart à cause de mes différences. Cette expérience m'a vraiment endurcie parce que je redoublais d'efforts pour être normale à leurs yeux. Je m'entraînais plus et je restais dans mon coin. De toute façon, je me suis toujours dit qu'il fallait mieux être seule que mal accompagnée. Ce groupe qui se moquait de moi était comme une force. Ça m'obligeait à toujours faire de mon mieux. À force d'être seule, j'ai appris à me connaître. Je savais que toutes leurs bêtises à mon égard étaient fausses. Mes parents ont toujours été là pour m'apprendre à passer outre. Après tout, je savais que c'était l'effet du groupe. Rester humble est important, peu importe d'où l'on vient et qui nous sommes. Voilà un extrait d'un podcast qui a été réalisé par la metteuse en scène Géraldine Pochon et le compositeur musical du spectacle Queen Kong, donc Michael Santos. C'est un spectacle qu'on pourra voir le week-end prochain au festival Théâtre en Mai, et qui porte sur la question du harcèlement dont sont l'objet de nombreux adolescents. En l'occurrence, une adolescente, c'est le récit de ce spectacle Queen Kong, écrit par Hélène Vignal. C'est un livre. Et à l'issue de ce spectacle, ils avaient imaginé avec les élèves, les lycéens du lycée Le Castel à Dijon, de leur poser à eux des questions. Ils se posaient entre les questions. Et voici en avant-première un extrait de ce travail qu'ils ont réalisé à côté dans le cadre des représentations qu'ils ont fait avec les lycéens. Voilà, c'est aussi une dimension importante du festival, ce croisement de générations et de sujets, alors qu'on vient juste d'être rejoint entre une répétition par Quentin Vigier, metteur en scène, et Stéphanie Marc, Bonjour. Comédienne. Bonjour. Spectacle La Nuit pour voir. Voilà, tout se passe bien, les répétitions, comment ça fonctionne? Tout se passe bien, ça fait 2 jours qu'on répète, on fait notre générale ce soir. Très bien, c'est votre premier spectacle, Quentin, en tant que metteur en scène? Ouais, c'est ça, ouais, en tant que porteur de projet. Et voilà, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre avant, j'ai accompagné beaucoup de projets, et notamment Maëlle qui travaille ici. Donc, oui, elle en parlait plutôt dans l'émission. Plutôt vidéaste. Que vidéaste même. Voilà, je suis absolument vidéaste depuis le début, quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de sortir de l'espace de la vidéo, puisque c'est de ça dont nous allons parler jusqu'à la fin de l'émission, si vous l'acceptez. Comment on sort de l'espace vidéo? Non, comment ce spectacle s'est inventé? Pas totalement en plus dans ce spectacle. Non, c'est... En fait, je pense qu'il y a quand même un événement qui est que j'avais monté un spectacle avec une comédienne qui s'appelle Alix Rimmer
Et on avait monté un projet à partir de fragments de texte de Suzanne Sontag. Et je pense que là, j'étais déjà un peu passé de l'autre côté, je dirais. Et donc, ça m'a donné envie de porter des projets, en fait. Et je crois qu'il y a un moment, c'était une envie pure aussi pour moi de vie, de se déplacer, je pense, au bout d'un moment. C'est-à-dire, on accompagne beaucoup en tant que vidéaste quand on travaille pour les autres. Puis d'un coup, qu'est-ce que ça me faisait, moi, de me déplacer aussi à ce poste-là, en fait. J'avais envie de ça, déjà, pour moi, et pour comprendre des choses aussi des gens que j'accompagne depuis plus de 15 ans, en fait, je pense. Déjà, ça m'a aidé aussi à comprendre des choses. Et puis après, tout simplement parce que ces textes-là de Dufourmentel m'ont porté vers la scène. Enfin, je me suis vraiment dit, à un moment donné de ma vie, ouais, mais ces textes-là, il faut qu'ils soient sur scène. Mais voilà, j'avais cette intuition-là, en tout cas, que ça allait faire matériau. Voilà, précisément, Anne Dufourmentel, donc, dont vous parlez. Avant de choisir ces textes qu'on verra à partir de demain sur scène, je vous ai demandé de bien vouloir me dire comment vous aviez fait pour en arriver là, finalement. Avec Stéphanie Marc, vous m'avez dit que vous lisiez, vous vous êtes lu des textes et vous avez cheminé, et ainsi, de choix en choix, vous avez établi et décidé de monter des textes d'Anne Dufourmentel. Mais elle n'était pas à l'initiative comme choix. Donc, j'ai dit, on déplie les papiers et puis vous faites comme si vous faisiez une séance de travail. On remonte en arrière, Stéphanie Marc. Comment vous faites? Il faut dire comment on faisait, déjà. Oui, parce que moi, je ne connaissais pas. J'avais jamais lu Dufourmentel. Donc, c'est Quentin qui m'en a parlé. Et la première chose, il m'a offert Éloge du risque, donc je l'ai lu. J'étais pas en très bon état à cette époque-là, je crois. Et ça a été très consolant et très réconfortant pour moi. Et on s'en est beaucoup parlé comme ça, par rapport à nos vies, nos sensibilités, tous les deux, être très sensibles. Et les premières choses qu'on a fait, c'est qu'on se lisait des bouts. En fait, on se disait, et moi, celui-là, tu vois, quand je lis ça, ça me fait penser à ça et tout. Donc on était sur la terrasse de Quentin. Et on lisait des textes et on pleurait. Hein, ouais, beaucoup. Hein. Et on disait, celui-là, c'est bien, ça nous fait pleurer, on le garde. Et celui-là, ça te fait penser à quoi? Et donc, on se racontait des trucs de notre enfance, de nos amours saccagés, de nos déceptions, nos désillusions. Et petit à petit, on avançait comme ça, non? Oui, et puis on a mis... en fait, on mettait... des textes de côté, en fait, selon, en fait, à la base, il n'y avait pas vraiment de... Moi, j'avais l'intuition dans la grammaire de Dufourmentel que ça pouvait venir au plateau, mais j'avais pas forcément tout de suite, je me disais pas, tiens, c'est comment Dufourmentel parle de la peur qui m'intéresse. C'est petit à petit, en fait, à force de gratter partout, il y a un corpus qui s'est créé, et c'est le corpus qui est là aujourd'hui au plateau, et ça parle de plein de choses, en fait. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est un spectacle sur ça qui raconte ça. C'est vraiment un spectacle de nos échanges et de notre sensibilité de cette période-là. Après, oui, il y a eu d'autres influences aussi, comme un spectacle, on trouve d'autres matériaux, d'autres imageries. Et là, on en a avec nous, effectivement. Le Roi des Mouches. Ouais, moi j'avais Le Roi des Mouches. Alors c'est une BD moi, que j'adore et il y a tout un rapport justement à... j'aime bien aussi, c'est l'univers, moi ça me touche à un endroit de l'image, Le Roi des Mouches. Là il y a un extrait dans le texte, c'est la fin de la BD et c'est un père en fait qui s'adresse à... C'est un père décédé en fait qui s'adresse à son enfant qui va naître, donc qu'il ne connaîtra pas. Donc ça dit... Je viens du monde toujours aussi peuplé de ceux pour qui la vie n'est qu'une parenthèse et où quoi qu'il arrive tu me rejoindras. Pas maintenant, pas tout de suite. Je ne suis pas un monstre. Je veux que tu puisses voir naître et s'épanouir ton enfant, l'aimer, l'embrasser, lui offrir un vélo, une épée. Je prendrai ta main, je te ferai traverser le soleil et les immensités pour te conduire à ta nouvelle demeure. Ta nouvelle planète, ce sera notre refuge. Bon, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Alice et la chenille, Lewis Carroll, Paul Éluard. Ouais, ça c'est Félix par exemple, le musicien qui un jour est arrivé en répète en nous disant « Ah, ça c'est génial, il faut que vous lisiez ça », c'est un extrait.
La mer est dans les yeux du ciel ou de la nuit. La forêt donne aux arbres la sécurité. Le sommeil ruisselait de rêves et la nuit promettait à l'aurore des regards confiants. Et moi, j'avais cette phrase de Éluard que j'adorais, je sais plus, c'est 2 vers, c'est le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau qu'on a tous fait comme ça contre la vitre en se disant qu'on était les plus malheureux du monde. Voilà. Il y avait des choses comme ça qui apparaissaient. On se disait ah ouais, et moi ça, ah ouais, et moi ça. Donc c'était soit des souvenirs, soit des trucs qu'on nous avait racontés. Et puis d'un coup, un bout de texte, et puis d'un coup, une image, et puis d'un coup, une musique, puis une sensation. Et petit à petit, ça s'est mêlé comme ça. Et c'est vrai que les autres sont arrivés avec ça aussi. Viola, avec des choses de corps, Félix avec la musique, Marie avec la scénographie, Tom avec le son. Enfin, mais en fait, ce qui est marrant, ce dont je me rends compte là, en fait, en lisant ces extraits-là, c'est que c'est des images, en fait, ça. C'est qu'on est parti du Fourmentel comme le texte, comme le fond, comme du sensible qui nous touchait dans le corps. Et après, c'est comme si on avait réinjecté par d'autres biais des images. Parce que c'est, en fait, bah oui, je suis vidéaste, je monte un projet, et en fait, pour les gens qui viendront voir le spectacle, c'est aussi beaucoup un spectacle très organique et très imagé. Et donc, en fait, tout ça, tout ce que je lis, bah, Éluard, il y a de la mer dans le spectacle, il y a des images de forêt, il y a des gens qui dorment, et ça parle de la nuit, voilà. Enfin, et donc après, on est allé chercher ça, ces images-là, quoi. C'est la vertu compensatrice, consolatrice plutôt, des grands textes. Ouais. Puis celui-là, alors, mais non, mais cette femme, c'est incroyable. Moi, je continue, hein, quand ça va pas, ou un truc précis, hop, je me fais 2 pages du Fourmentel, et ça va mieux. Mais ça nous a consolés. Alors, non, mais c'est ça, c'est aussi un spectacle qui nous a fait du bien. On peut juste le dire aussi simplement que ça, en tant qu'humain. Pourquoi on fait un spectacle à un moment donné? Moi, je peux dire que j'avais besoin de faire ce spectacle parce que je sentais que ça allait me faire du bien. Et je croyais profondément qu'on pouvait transmettre ça aux gens. C'est aussi simple que ça aussi. Et d'ailleurs, plus les collaborateurs arrivaient sur le projet, c'est-à-dire Stéphanie, Viola, Circassienne, Félix, le musicien et les autres, petit à petit, bah pareil, ils disaient que ça leur faisait du bien de découvrir ces textes-là, qu'on en parle, de pouvoir parler de certains sujets. Donc, ouais, c'est consolateur. Et justement, il y a pas longtemps, bah, cette phrase-là, ouais, je trouve très belle, de Nicolas Mathieu, c'est autobiographique, et il accompagne son enfant à la rentrée des classes, et il écrit pour lui: je t'attends à l'autre bout, ne t'en fais pas, ton enfance est en lieu sûr, tu peux devenir qui tu voudras. Et je trouve que ça, moi, ça me bouleverse à un endroit où je me dis, ben oui, ça parle de la réparation en tant que parent, quand on élève aussi un enfant, sûrement, comment voilà, ce qu'il lui dit là, c'est l'enfance en lieu sûr. Il y a quelque chose d'englobant, je sais pas, ouais. Tu pourras devenir qui tu voudras. Et accompagné par cette musique d'Irène Dresel, dans l'atmosphère, vous m'avez dit, dont on entend l'écho sur vos voix. Nous sommes faits de la texture des fantômes, ce qui en fait notre lignée et les autres, les rencontres de passage, les rêves, les possibilités, les rendez-vous manqués, les espoirs. Nos fantômes savent mieux que nous ce à quoi nous avons renoncé. Être un survivant n'est pas vivre, et ça ne permet pas d'apprendre à vivre, ça permet seulement de ne pas mourir, apprendre à résister, à se battre, à se cacher, à s'échapper. Vivre, c'est autre chose. Vivre ne s'apprend pas. Il faut un peu de douceur accumulée,
de temps pour rien, d'ennui, d'amour libre et d'images vivaces dans les yeux. Les guerriers ont beaucoup de douceur dans les yeux ouverts dans la nuit, à guetter le moindre bruit et à redouter les cauchemars plus encore que le manque de sommeil et la naissance du jour. Les champs truffés de mines auront toujours l'air de champs de blé sous le soleil d'hiver, jusqu'au jour où l'une d'entre elles explose et éventre le paysage. À ce moment-là seulement, on y croit. C'est là qu'interviennent les fées. Elles ont le pouvoir de vous ensorceler, de verser sur vos bras nus cette poudre d'or qui vous fera vous envoler dans le pays des songes où les enfants sont rois. Stéphanie Marc lit En cas d'amour d'Anne Dufourmentel. Merci beaucoup. Merci. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Merci à tous. C'était les radios en mai 2025. Première émission. Demain, on se retrouve 19h15, ici même, au Parvis Saint-Jean, pour 1 heure, pour accueillir et pour entendre les artistes du festival Théâtre en mai.